Bonjour et bienvenue dans le 25e numéro de C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien ou presque sur les Girondins de Bordeaux. Je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondins et j'accueille tout de suite Florian Sabatier de Web Girondins. Salut Florian. Salut Nico, salut à toutes et tous. Et monsieur Nicolas Paolorsi de RMC Sport. Salut Nico. Salut les gars, bonjour à tous. Bon, c'est l'apéro à la grimace un peu aujourd'hui, non ? Ah, on a mal à la tête et c'est pas à cause du pastis. Non, là c'est clair que après l'annonce donc de l'arrêt quand même du foot pro et pas que du foot, du monde pro et en l'occurrence du foot pro, l'arrêt et la suspension jusqu'au mois de septembre. Donc ça va être l'objet de cette émission. Vous savez que vous la retrouvez tous les jours. Donc, ou presque, je le redis, donc maintenant c'est le mardi, le mercredi et le vendredi à 18h30 sur Web Girondins et toutes les plateformes. Aujourd'hui, le thème du jour, il est simple, c'est le foot français suspendu par le gouvernement, interdiction de jouer pour les clubs professionnels et amateurs jusqu'au mois de septembre. Je commence par toi Nicolas, ta réaction comme ça, presque à chaud puisque c'était juste hier. C'est une réaction... C'est de la déception, il y a un peu de colère, je le cache pas, surtout de l'incompréhension aussi. Il y a de l'inquiétude aussi parce que nous c'est notre boulot. Alors oui, bien sûr, on est des grands passionnés de foot et on est attristé de voir qu'il y a plus de foot le week-end, mais personnellement, moi c'est ce qui me fait vivre et donc du coup, bien sûr qu'il y a beaucoup d'inquiétude sur la suite. Je parlais d'incompréhension parce qu'il y a des choses que j'ai du mal à percevoir. Voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi on gèle la saison de foot, on ne fait pas jouer les clubs à huis clos alors qu'on va faire reprendre des gens en entreprise, même si en entreprise tu vas peut-être pouvoir faire respecter la distanciation sociale et tout ça plus que sur un terrain de foot, ça c'est sûr. Enfin, il y a quand même des entreprises où je pense qu'il y a plus de 40 personnes, 50 personnes qui vont se côtoyer dans les open space et tout ça. Et voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'a pas fait une reprise de l'entraînement progressive comme c'était prévu, quitte à reprendre la saison en juillet, mais terminer cette saison, remettre un petit peu de foot, même dans l'inconscient collectif. Voilà, c'est important pour les gens le foot. C'est pas qu'un sport où on tape dans le ballon, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. C'est quelque chose qui amène du réconfort au quotidien à des tas de gens. C'est quelque chose qui permet à des gens d'avoir du plaisir les week-ends en semaine alors qu'ils ont une vie compliquée, ils ont parfois du mal à boucler les fins de mois. Voilà, c'est une vraie source de bonheur et je trouve que ça a été très catégorique de la part du Premier ministre. Alors bien sûr, on n'est pas là pour dire que le sport est prioritaire. La santé des gens passe avant toute chose. Ça c'est une certitude et si ça permet de respecter ce confinement un peu plus et d'éradiquer ce virus, on sera les premiers satisfaits, mais je trouve que ça a été assez hâtif et j'ai surtout la sensation que le foot pro et que le sport pro n'est pas logé à la même enseigne que d'autres secteurs d'activité, donc voilà. Florian, suspension jusqu'en septembre, c'est énorme, on s'attendait vraiment pas à ça, septembre, ça veut dire qu'on 6 mois quasiment, sans compétition. Comment t'as réagi toi en t'entendant ça ? Moi disons que j'avais déjà très très peur juste avant parce qu'il y avait eu des informations qui étaient tombées dans la matinée et c'est vrai que c'était inquiétant vraiment et puis après bon voilà, il y a eu le discours à l'Assemblée nationale d'Édouard Philippe et c'est vrai que tu prends clairement un coup derrière la tête, ouais, clairement, voilà, comme le disait Nico, c'est vrai que c'est une source de bonheur pour les gens, pour les supporters, etc. Et puis pour nous qui bossons au quotidien dans ce milieu-là, c'est vrai que on se dit que pendant 5-6 mois, t'es un peu, pour moi, j'estime t'es un peu sur le carreau parce que bon voilà, il y a beaucoup de gens qui étaient très contents que le foot s'arrête. Je voyais des réactions hier dans tous les sens et moi j'ai envie de dire que bon, bien évidemment il y a les footballeurs qui touchent vraiment des salaires astronomiques, mais il faut pas oublier aussi l'envers du décor avec des salariés dans de nombreux clubs. Voilà, on sait pas ce qu'ils deviendront. Nous aussi. On va se poser 2-3 petites questions, je pense, parce que c'est vrai que si c'est jusqu'au mois de septembre et si ça peut aller plus loin,
on va vraiment se poser de belles questions sérieuses et puis voilà. Donc moi j'ai du mal aussi un peu à comprendre à l'image de Nico. C'est vrai que moi je pense que le huis clos aurait été permis, ça aurait permis, je pense, on va dire de réinstaurer, on va dire, un petit système de vie aussi, parce que bon, voilà, même si ça aurait été à huis clos, bien évidemment, les supporters n'auraient pas été là, mais c'est vrai que ça aurait pu permettre aux gens, même en étant un peu, même si on parle de déconfinement progressif, mais d'être encore un petit peu confiné chez soi, en faisant attention et derrière revivre un petit peu, notamment un peu grâce au football. Donc voilà, c'est vrai que c'est dommageable, mais quand je vois les informations qui tombent depuis hier, que ça soit à l'étranger ou autre, et à droite à gauche, je me pose la question et je pense vraiment que la France ne sera pas malheureusement le dernier pays à prendre ce type de décision. Alors c'est vrai que ça met tout un secteur d'activité et l'industrie du foot en difficulté. Des emplois, va y en avoir en moins dans les médias. On est les premiers concernés, hein. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi, leur contrat, ça c'est sûr. Dans les clubs aussi. Il y aura certainement des licenciements. Alors, on va essayer de regarder les conséquences sur les clubs et notamment sur les Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est quasiment aucun revenu pour les clubs pendant 5 mois. Pas de droit télé, pas de billetterie, pas d'hospitalité, pas de sponsoring. Comment ils peuvent s'en sortir là? C'est impossible. Alors, pas de droit de télé, pas totalement, parce qu'il y a eu un accord qui a été fait avec Canal qui fait que ils vont quand même toucher une petite compensation financière sur cette fin de saison. C'est pas ce qu'ils auraient dû toucher s'ils avaient joué les 10 derniers matchs de la saison, mais quand même, ils prennent un petit peu d'argent. Canal a fait un effort. Ils ont trouvé un accord avec le diffuseur. Comment c'est possible? Bah, j'ai envie de te dire que pour un club comme Bordeaux, par exemple, si on précise, les recettes, c'est pas le plus important. On sait que les Girondins, la balance dépenses pour un match à domicile, ce que te coûte le Matmut Atlantique et tes recettes que tu fais avec ton nombre de spectateurs au stade. C'est pas comme l'UBB, par exemple, si on veut comparer à Chabandelmas, qui là mise la majorité de son budget sur les recettes. Le foot, c'est pas ça. Donc sur les recettes, moi je suis moins inquiet. Après, c'est tout ce que ça va engendrer pour un club économiquement, cette période-là, il y a le déficit qui va se creuser, et il y a la possibilité, surtout pour un club comme Bordeaux, de ne pas pouvoir progresser au classement et donc de toucher l'argent de la 12e place ou 13e place. Mais c'est pas pareil si tu termines 8e et si tu termines 12e. La balance économique, elle est quand même très importante. Donc voilà, c'est des détails comme ça. C'est un mercato qui va rester très flou. Est-ce que si la France est le seul championnat arrêté, je pense que ça ne sera pas le cas comme l'a dit Flo, mais pour l'instant, la France est le seul championnat arrêté des 5 grands championnats. Est-ce que l'UEFA va accepter ça? Est-ce que le mercato va pas être impacté pour un club comme Bordeaux si tu peux plus vendre tes joueurs, si tu as des fenêtres de mercato différentes? Voilà, enfin, ça pose énormément de questions. C'est difficile de répondre déjà et de faire une analyse très chiffrée parce que d'ailleurs, on ne sait même pas vraiment ce qui va se passer. On parle de septembre, le Premier ministre a parlé de septembre, mais la Ligue voudrait reprendre à huis clos en août. Donc voilà, c'est encore très flou. Il y a beaucoup de choses qui vont se poser comme question. Les contrats des joueurs, les joueurs qui sont en fin de contrat aussi pour eux en 2020. Est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver un club? Donc voilà, c'est encore très très tôt pour vraiment se projeter sur l'impact économique sur les clubs et donner des chiffres précis. Après, à Bordeaux, on connaît la donne. Le déficit, il était estimé à 30 millions à peu près. On va dire, si jamais la saison s'était terminée normalement sans Covid-19 et sans arrêt de la saison, on peut estimer que ce déficit va grandir et va être nettement plus important. Donc maintenant, la balle, elle va être dans le camp de King Street, qui est lui aussi impacté par la crise. Est-ce que King Street va essayer d'ouvrir son capital et que King Street va faire un apport d'argent? Il pourrait le faire, hein, va faire un apport d'argent supplémentaire pour combler ses dettes. Ça, on le sait pas et on n'a aucune info là-dessus. Donc c'est sûr que la situation est très inquiétante et les dirigeants bordelais doivent être eux aussi très inquiets.
Il y a de quoi. Florian, donc là on parle tout de suite, on sait que la masse salariale c'est une grosse partie du budget, c'est plus de la moitié du budget des Girondins de Bordeaux, sauf si je dis des bêtises, hein, corrigez-moi. Comment ils vont faire pour payer les salaires des joueurs pendant 5 à 6 mois? Non mais la question elle est là. Aujourd'hui, je pense que les salaires des joueurs ne pourront pas, alors ça n'engage que moi, mais je pense qu'ils pourront pas être assurés. Ils vont pas pouvoir assurer le paiement du salaire des joueurs sans jouer, sans compétition. C'est impossible. Parce que les droits télé, Mediapro, est-ce qu'ils vont commencer à verser les droits télé si la saison ne démarre pas? Pour l'instant, la saison, elle démarre, Nico. Pour l'instant, la saison, elle démarre et je pense qu'elle démarrera en août à huis clos. Ils vont tout faire pour. Donc, pour l'instant, la saison prochaine, elle va démarrer. Mediapro a dit que pour l'instant, ils n'allaient pas réduire leur enveloppe pour les droits télé de l'année prochaine. Ça peut changer, mais pour l'instant, ils ont prévu de ne pas toucher à la somme qu'ils ont lâchée et qu'ils ont négociée pour acheter les droits de la Ligue 1. Après, sur les salaires des joueurs, tu as complètement raison. Ça va être un vrai souci et il va falloir que tous les acteurs du foot fassent un effort jusqu'à ce que les clubs retrouvent une situation financière saine. Alors, il n'y aura jamais de retour à l'équilibre et de retour à une situation financière saine, mais il va falloir que les joueurs fassent des efforts. Il va falloir que le foot français, je pense, voire l'UEFA aide les clubs en difficulté. Je pense que ça va être une priorité. On parlait d'un éventuel fonds de pension pour mettre des sous afin d'aider les clubs qui sont en difficulté. Je pense que ça va être nécessaire. Donc voilà, il y a plein d'idées qu'il va falloir mettre en place pour aider les clubs de foot, pour que les joueurs aussi ne partent pas dans certains championnats où on pourrait peut-être leur proposer un salaire plus élevé parce que les championnats sont plus solides économiquement. Donc oui, c'est sûr. Maintenant, je pense et j'espère que les joueurs de foot, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais j'espère que les joueurs de foot sont conscients de la situation pour l'ensemble des Français et pour la majorité des gens qui perdent leur emploi et qui vont s'asseoir un petit peu sur leur salaire et faire des efforts comme ils le font actuellement et ils le font très bien et c'est tout à fait logique. Et voilà, et ils font déjà énormément d'efforts pour sauver. Ils font déjà beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas le choix parce que c'est soit ça, soit je pense que l'économie du foot français va être très, 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 très lourdement impactée. Donc, il va falloir vraiment trouver des solutions et que les joueurs fassent des efforts. Flo, tu crois que c'est possible qu'il y ait une prise de... De toute façon, ils vont pas avoir le choix. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Au niveau des salaires des joueurs, on voit qu'à Paris, ça coince. Dans des clubs, à part Rennes, il n'y a aucun club qui a communiqué, très peu, sur des accords salariaux avec les joueurs. Et ce n'était que pour des reports. Hein. C'était même pas pour des renoncements de salaire. Hein. Des reports. C'est ça, je comprends pas en fait. Moi, je suis désolé de prendre à chaque fois cet exemple-là, mais c'est vrai que je comprends pas que des gros clubs, des top players du ballon rond arrivent. Il y a même pas, il y a un peu plus d'un mois à dire que ils vont dire que le salaire du mois de mars, avril, mai et limite juin, eux, ils veulent pas y toucher. Pour le club puisse vivre financièrement. Je pense à la Juventus. C'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre ces histoires de salaire quand on voit la situation, que c'est compliqué pour les clubs, quand on sait que les clubs français sont pas forcément tous au positif. Donc voilà, moi je comprends pas pourquoi on met autant de temps à trouver des décisions comme ça. Donc voilà, moi je sais pas, je suis un peu dans l'incompréhension parce que je pense comme le disait un peu Nico, c'est vrai qu'il va falloir faire quand même globalement tous des efforts et les joueurs sont concernés quand on entend que par exemple il y a je crois qu'il y a déjà du moins au Girondins de Bordeaux, je crois qu'il y a déjà des petites baisses de salaire, du moins de Paulo Sousa. Donc, pourquoi on a du mal à trouver des solutions pour les joueurs? Ça, je sais pas. Il y a eu des solutions. Les joueurs ont déjà accepté une baisse de salaire. En fait, il y a une convention qui a été signée avec la Ligue et les joueurs de Bordeaux ont accepté cette convention. J'ai plus exactement les chiffres, mais les joueurs, en fait, en fonction de ton salaire, si tu veux, plus ton salaire était important, plus tu avais une diminution de ton salaire à hauteur de 40-50%. Et les joueurs qui touchent 10 000, 20 000 euros, eux, sont moins impactés par cette baisse des salaires. Ça, les joueurs de Bordeaux, ils ont déjà accepté ça, mais parce que c'est quelque chose qui a été adopté à quasiment l'ensemble des clubs de Ligue 1. Maintenant, il n'y a pas eu de disposition supplémentaire demandé aux joueurs de Bordeaux. C'est-à-dire qu'en plus de ce dispo,
les dirigeants n'ont pas demandé aux joueurs de faire des efforts en plus. Mais ça existe. Et Paulo Sousa, tu l'as dit, il a quand même globalement beaucoup diminué son salaire. Maintenant, c'était sur ce mois de mai, peut-être sur le mois de juin, mais là, ça va être jusqu'en août. Est-ce que, au moins, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Est-ce qu'il va falloir prolonger ces diminutions de salaire? Est-ce qu'à partir de la saison prochaine, les clubs vont quand même, parce que tu vas rebasculer sur la saison prochaine et tu vas te mettre dans l'optique où quand même la saison prochaine va se jouer. Donc, est-ce qu'à partir du 30 juin, du 1er juillet, tu vas repayer tes joueurs normalement? Je sais pas. Mais en tout cas, ils ont déjà fait des efforts. Ça, il faut le dire. Après, c'est des reports de salaire, ça veut dire qu'ils renoncent à une partie de leur salaire aujourd'hui pour qu'ils soient payés plus tard. Mais moi, je pense que ça sera impossible pour les clubs de les rémunérer plus tard parce que ça va mettre les clubs dans des difficultés incroyables avec Bordeaux qui devrait se retrouver aux alentours de 40 millions de déficit, peut-être même plus. Comment ils vont pouvoir assurer le paiement des salaires des Girondins? C'est là où il va falloir que des banques aident, qu'il y ait des fonds qui aillent aider, des fonds bancaires, qui aille aider les clubs à passer le cap. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer s'ils peuvent pas payer leur salaire? Est-ce qu'on peut aller vers c'est scénario catastrophe, mais bon, pourquoi pas, allons-y, un dépôt de bilan. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des clubs qui déposent le bilan et qui ne s'en remettent pas? Ah oui, c'est clairement possible. Il y a des clubs qui sont déjà dans le dur financièrement dans le foot français. C'est clairement possible qu'il y ait des clubs qui déposent le bilan. Maintenant, je pense quand même que les instances du foot vont faire quelque chose et vont quand même aider les clubs en difficulté. Est-ce que ça va permettre à ces clubs de continuer à exister dans la durée? Je ne sais pas, parce que ça va quand même être un gros coup dans le casque de cette crise. Mais je pense qu'ils vont faire en sorte quand même de réinjecter. J'espère en tout cas qu'ils vont le faire, de réinjecter un petit peu de sous dans leur club, parce que sinon c'est toute l'économie du foot français qui va s'effondrer. Et la Ligue sera impactée aussi. Donc, ils ont toutes les raisons du monde de vouloir aider leur club. Mais c'est sûr que il y a beaucoup de questions qui se posent, énormément de questions qui se posent. Nous, on voit que le côté, oui, il y a plus de foot. Et la majorité des gens voient ça. Ouais, il y a plus de foot, mais c'est pas grave. De toute manière, le foot, c'est pas une priorité. Mais on est bien d'accord sur ça. Bien sûr que 11 mètres contre 11 mètres sur un terrain, c'est pas ça. Mais derrière, il y a des tas de gens qui vivent du foot. Et au-delà des joueurs qui, eux, sont privilégiés. Donc, même si tu gagnes 15 000 euros par mois, ton salaire est divisé par deux, bon, ça va, tu peux quand même voir venir, on va pas se mentir. Mais tous les petits gens qui sont autour, et je parle même pas de nous les médias, mais les mecs qui sont dans des clubs, le jardinier qui est payé par son club, enfin, et pas par la ville, enfin voilà, on peut trouver des tas de choses, des agents de joueurs, des petits agents de joueurs qui vont avoir quand même leur profession impactée, des speakers au stade, des gens qui travaillent dans l'événementiel, les sécurités, les stadiers, les mecs qui travaillent dans les buvettes, la billetterie, enfin tous ces secteurs-là, c'est pas des gens qui gagnent 5 000, 10 000 euros par mois, et ce sont des gens qui vont morfler. Donc il faut vraiment faire quelque chose, et c'est pour ça que j'ai trouvé que cette décision était quand même hâtive. Et voilà, et je vais pas vous le cacher qu'il y a certains grands groupes aussi, certains grands groupes dans la presse, je pense, qui sont en train de trembler parce que pour les rentrées pub et pour tout ça, plus de foot jusqu'en septembre, ça va être très compliqué de compenser toutes ces rentrées publicitaires. Donc voilà, il n'y a pas que les petits en plus qui vont être impactés. Ça fait boule de neige. Est-ce que Florian, tu crois que tout a été fait pour permettre au foot de repartir rapidement? Est-ce que tu penses qu'on a tout mis en œuvre? Et je pointe les joueurs du doigt, je suis désolé. Bon, je cherche pas à accuser, mais c'est juste pour alimenter la discussion. Est-ce que tout a été fait? Et est-ce que les joueurs, ils devraient pas prendre un peu plus la parole et laisser leur syndicat de côté? Merci pour la question philosophique du matin. Non. D'un côté, moi je suivais un petit peu le dossier depuis un petit moment et que c'est vrai que notamment à l'étranger, quand je voyais par exemple l'Allemagne reprendre, l'Autriche reprend l'entraînement du moins individuel, c'est vrai qu'on se disait bon allez, ça commence à partir du bon bout. Je regardais aussi la situation en Italie parce que je pense que c'est peut-être le pays qui est un limitrophe, qui sera au niveau de la situation qu'on a en France aussi, du point de vue du coronavirus, on s'en rapproche un petit peu, même si les chiffres ne sont clairement pas les mêmes. Mais voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train d'être mis en place. Et
et c'est vrai qu'on a l'impression que aussi les comités scientifiques de tous les pays concernés commencent on va dire à se dire en fait non, on peut pas, c'est pas possible, les conditions que les clubs veulent mettre en place sur le plan sanitaire, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Je vais prendre l'exemple de l'Allemagne. Il y a Bild, notamment le média allemand, qui avait fait un bon papier hier sur son site web en expliquant que au début il y avait l'optimisme pour reprendre le championnat de Bundesliga le 9 mai, et que plus ça va, plus on se dirige vers aussi un arrêt progressif. Il y a demain justement Angela Merkel qui va faire une allocution pour justement en parler un peu comme l'a fait hier Édouard Philippe. Donc voilà, en Italie il y a aujourd'hui le ministre a parlé en disant que pour l'instant on n'a rien de sûr, et que malheureusement l'exemple que la France a pris va être mis en exergue, et notamment par ce ministre italien des sports Spadafora qui a expliqué que voilà, l'Italie n'excluait pas non plus de prendre le même chemin que la France. Donc voilà. Après, concernant les joueurs, je sais pas, honnêtement, je sais pas, j'ai du mal à comprendre certains raisonnements. C'est vrai, par exemple, en premier lieu, l'image de Dante, par exemple, dans ce qu'il dit aujourd'hui au quotidien l'équipe, et donc voilà. Alors faut pas oublier qu'aussi les joueurs, je pense, sont des êtres humains, et qu'ils ont peut-être eux aussi un petit peu peur pour leur santé personnelle, mais je pense que tout devait être mis en place, du moins pour avoir le moins de risques possible. Donc est-ce qu'il faut vraiment pointer les joueurs du doigt? Je sais pas, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour eux, même eux qui aiment peut-être leur même si t'en as certains qui font du foot pour autre chose, mais c'est vrai que même eux, je pense qu'ils sont un peu meurtris, certains. Mais c'est vrai que, alors, bien évidemment, il y a eu ces on va dire le raisonnement de l'UNFP et des syndicats des joueurs qui a énormément parlé, mais beaucoup de joueurs aussi, on va dire, on parlait sur les réseaux sociaux, que ça soit Philippe Otto, il y a eu Samaritano aussi, qui ont expliqué qu'eux ils voulaient pas reprendre le championnat, que c'était pas possible, quoi. Donc voilà. Après ils ont eu raison, quoi. Les gars, c'est pas la majorité. On a fait des Non, interviews de 5 joueurs pour lui reprendre. Mais attends, Nico, moi il y a un truc que je comprends pas, c'est quand tu veux aux joueurs, t'en veux aux joueurs pourquoi? Pour le fait qu'ils se soient pas battus pour reprendre, ou pour le fait qu'ils baissent pas leur salaire? Parce que, non, alors je leur en veux pas, c'était juste pour dire ils sont absents des débats, ils parlent pas, il y a que ceux qu'on a entendus, c'est uniquement ceux qui voulaient pas jouer. Puisque, Nico, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? C'est des salariés, comme toi et moi. Donc, ils attendent d'avoir si au niveau sanitaire, on leur dit, les gars, vous pouvez jouer, vous devez jouer, ils joueront. Si jamais on leur dit, c'est compliqué de jouer, voilà, ils se mouillent pas. Enfin, je veux dire, c'est pas à eux de prendre des décisions. Les joueurs, ils appliquent. Ils ont des mecs qui sont au-dessus d'eux, des présidents de clubs qui gèrent les débats pour eux. Il y a des médecins, voilà. Moi, j'ai une tendance. Il faut pas taper sur les joueurs. On parle de leur réduction de salaire, mais un mec qui gagne beaucoup d'argent, il a aussi énormément de charges. Quand il joue en France, énormément de charges. Et je comprends très bien que quand tu payes des charges, très importantes, tu sois inquiet. Même si pour le grand public, tu te dis que passer de 20 000 euros à 10 000 euros, ça va, t'as encore de la marge. Ouais, mais c'est des mecs qui payent énormément de charges. Donc il y a aussi tout ça qu'il faut prendre en compte. Pour moi, les joueurs, ils sont pas responsables du tout de ce qui se passe. De toute manière, personne n'est responsable. C'est juste que voilà, je pense qu'on a voulu faire un exemple avec le foot, parce que le foot, voilà, ce sont les gros salaires, et qu'on considère en France que si on reprend du foot pro, alors que la situation sanitaire est compliquée, on pourrait parler d'indécence. Voilà. La majorité des Français seraient là, mais c'est indécent, on joue au foot alors qu'il y a des gens qui galèrent. Et donc, je pense que c'est aussi une question d'image. C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est pour s'épargner ceci que le gouvernement a tranché dans ce sens-là. Je pense pas que ça aille plus loin que ça.
parce qu'au niveau sanitaire, faut pas qu'on me dise que les joueurs de foot, ils ont besoin d'être testés toutes les 24 heures. Ça, je l'ai pas compris. Pourquoi les joueurs de foot seraient plus testés qu'un mec qui va sur les chantiers, qu'un mec qui va dans un resto, qu'un mec qui va dans une entreprise? Enfin, je veux dire, nous, notre famille, elle va reprendre le travail, ils vont pas être testés, les gars, sauf s'ils ont des symptômes. Pourquoi les joueurs de foot, on a parlé de tests quotidiens? Ça, c'est quelque chose que j'ai absolument pas compris. Les joueurs de foot, c'est comme un autre salarié, ils vont au centre d'entraînement, ils sont testés à leur retour parce qu'il y en a qui viennent de l'étranger, ok, tu fais des tests, si jamais tu as des suspicions, t'isoles le mec, et au bout de 3-4 suspicions dans l'équipe, tu mets tout le monde en quarantaine, et là éventuellement tu gèles le championnat parce que tout le monde est contaminé, mais comme dans tous les secteurs d'activité. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a pris le foot à part. On n'a pas traité le foot comme un secteur d'activité normal. C'est ça qui me dérange. Voilà. Après, ça va pas plus loin. Les joueurs, ils appliquent. Les joueurs, si on leur avait dit, vous reprenez le 11 mai et le 12 mai, vous êtes à l'entraînement, et si leur employeur les avait convoqués, ils seraient tous allés au centre d'entraînement, même Philippe Otto, même Samaritano. Après, ils ont le droit d'avoir des prises de position individuelles, mais je pense qu'ils y seraient allés. Voilà, parce que contractuellement, ils sont obligés de le faire, comme nous, on est obligés d'aller au boulot. Donc, prochain passage du gouvernement sur la situation, c'est fin mai, il me semble, début juin. Il faut savoir que les bars, les cinémas, les centres commerciaux de grande surface sont eux aussi fermés. Ce qu'on peut imaginer, c'est que si la décision est prise de réouvrir les bars, les cinémas, on voit pas pourquoi le foot pourrait pas reprendre au mois de juin. Là, c'est là où tu vas pouvoir t'entraîner, mais la saison, là, la saison est gelée. Oui, après, tu vas pouvoir t'entraîner, oui. Mais bon, dans tous les cas, tu seras dans ton cycle de préparation de la saison suivante, donc ils vont peut-être reprendre 1 ou 2 semaines plus tôt parce que ça fait longtemps qu'ils sont plus en activité. Mais voilà, après, tu repartiras sur un calendrier classique avec une reprise de la saison classique, une prépa, et puis une optique, une reprise, on va dire début août à huis clos. Voilà, moi, je pense qu'ils vont partir sur ça. Bon, Flo, mot de la fin pour toi. Ben, mot de la fin, moi je serais tenté de dire entre guillemets, écoutez, on va prendre notre mal en patience et puis on verra pour la suite. Après, juste pour réagir par rapport à cette histoire de tests, etc. C'est vrai qu'il y a une info qui est tombée hier. Alors en fait, à vérifier cette information-là, Chiringuito, là, le média espagnol, je crois, c'est ça, ou l'émission espagnole, pardon, plus exactement, a expliqué qu'il y a quelques joueurs, notamment un joueur qui s'appelle Paulo Dybala, qui a été contrôlé positif à 4 reprises en l'espace de 6 semaines. Donc voilà, on a aussi une preuve que malheureusement, pour l'instant, on n'a pas forcément d'immunité aussi par rapport à cette fameuse maladie, et que on peut être contrôlé positif à plusieurs reprises en l'espace de quelques semaines. Donc voilà, on va. Puis après, concernant le foot, écoutez, moi j'avais des craintes par rapport à ce coronavirus, on va dire, depuis le mois de janvier, février, et malheureusement tout se confirme. Est-ce qu'on a pris je veux pas faire de politique ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on a pris ce problème au départ par-dessus la jambe? J'en ai un peu l'impression. On a un peu dit tout et n'importe quoi sur le plan politique, notamment pour ne citer qu'elle, Agnès Buzyn et notre cher porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye. Donc voilà, c'est dommageable, mais je pense qu'on est obligé de passer par là maintenant. On espérera que la situation se clarifie et soit un peu plus entre guillemets positive et au mois de juin prochain pour que les entraînements reprennent petit à petit et que voilà, on reprenne, qu'on redémarre sur une nouvelle saison. Ça sera une saison blanche, et moi je serais pour que par rapport au football, justement, que tous les clubs qui sont, par exemple, ça va faire grincer des dents, notamment à Liverpool, mais tant pis, que tous les clubs qui sont à cette fameuse première place ne soient pas désignés champions, qu'il y ait pas d'attribution de titre, parce que voilà, c'est la saison est pas terminée. Dans certains championnats, il y avait quand même 2-3 points d'écart entre tous les clubs concernés. Donc
voilà, c'est dommage. Alors est-ce que après, moi l'interrogation que je me pose, c'est surtout en fait, ok, peut-être que tous les championnats vont s'arrêter, mais est-ce que l'UEFA va vraiment faire marche arrière? J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment coûte que coûte jouer la Ligue des Champions et l'Europa League. Et le problème, c'est qu'il y a des clubs, notamment le Paris Saint-Germain, qui ont laissé fuiter des infos comme quoi, eux, coûte que coûte, ils veulent continuer à jouer la Ligue des Champions, même si je crois que l'info c'était aussi, même s'il faut la jouer sur terrain neutre à l'étranger. Donc voilà, c'est un peu le football et les autres. Moi, c'est ça que j'ai du mal aussi à comprendre. Je terminerai là-dessus. Hier, on a beaucoup parlé du football, mais il y a aussi je pense des sports qui vont morfler de cette crise là. Il y a le rugby aussi qui a pas non plus, on va dire, les clubs n'ont pas des mannes financières comme certains clubs de Ligue 1 l'ont. Donc eux, est-ce que aussi il y a certains clubs qui vont pas devoir, en tout cas c'était apparemment, il y avait des infos qui circulaient il y a un mois et demi, comme quoi il y avait certains clubs qui pouvaient en plus mettre la clé sous la porte, du moins au niveau du rugby. Un mot, Nico, là-dessus, et on terminera vraiment là-dessus parce que on est déjà à 30 minutes. Le rugby va être un secteur très 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 impacté, et encore plus que le foot, parce que en fait, si vous voulez, pour faire la balance un petit peu budgétaire rapidement, mais les droits télé qui sont touchés en rugby sont dérisoires par rapport aux recettes qu'ils font sur un match, et dans leur budget, les recettes de match, donc tout ce qui comprend sponsoring, partenariat, hospitalité, loge et tout ça, ça représente 4 fois plus que les droits télé touchés avec Canal. Donc c'est sûr que eux, ça y est, terriblement impacté. Il y aura des clubs de rugby qui seront dans le dur, mais pareil, la Ligue de rugby va faire des efforts. Après, c'est sûr qu'un club comme l'UBB, qui a un patron comme Laurent Marty qui réinjecte de l'argent depuis déjà 10-15 ans pour son club, oui, ça va être quelque chose de très compliqué. Et là, je pense que c'est un secteur d'activité de rugby où il va falloir évoquer la baisse des salaires peut-être sur l'ensemble de la saison prochaine. Donc voilà, il n'y a pas que le foot qui a impacté ça, c'est clair. Ok, bon, écoutez messieurs, rendez-vous pour le prochain podcast, c'est vendredi. Demain, jeudi, il y a un talk en direct à partir de 19h30. Salut messieurs, bonne journée. Au revoir. Bye bye.